Oui, alors on parle de DAO et on a la chance d'avoir dans la communauté française le CTO d'Ayexec qui est toujours très doué pour trouver des blagues autour des puns, comment on dit déjà en français, puns, des jeux de mots. Et du coup, par exemple, quand tu parles de DAO, il parle toujours d'Étienne DAO, écrit DAHO. Donc, je fais beaucoup de blagues sur Étienne DAO. Je trouve que c'est dommage de ne pas rappeler cette autre blague en parlant de DAO. Moi, je m'appelle Jérôme, je travaille pour Pro106, qui est notamment la boîte qui a financé Gitcoin. On fait des trucs et notamment on a mis de l'argent dans le DAO, je vais parler un peu plus tard. Je m'intéresse surtout aux problématiques de finances décentralisées et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme ça, ou comment envoyer un email si ça vous intéresse. En fait, moi je suis économiste de formation. J'avais commencé un PhD puis j'ai laissé tomber, je fais Bitcoin à la place et je continue de ne pas regretter ce choix. Mais j'ai plutôt un background en théorie des jeux et en théorie de la croissance. Et je suis président d'une association qui s'appelle A7, A2SETH, et on organise un super événement qui s'appelle le THCC. Alors je ne sais pas quel est le profil des gens qui sont dans la salle, mais si vous êtes étudiant ou chercheur, sachez que c'est une conférence qui est vraiment non-profit, ça dure 3 jours avec la bouffe incluse, et c'est 240 €, toutes taxes comprises, pour les 3 jours de conférence avec plus de 300 speakers. Et si vous voulez expliquer, vous pouvez, si vous faites de la recherche sur la blockchain, on est toujours content d'introduire des speakers du monde académique. Si vous êtes étudiant ou sans sous, vous voulez juste participer, on peut vous avoir des billets gratuits évidemment. Et on organise aussi au sein de l'A7, 400 membres dans notre association, des services de logement si vous êtes perdu à Paris dans cette période. Surtout si vous voulez faire des hackathons, c'est une semaine complète d'événements autour d'Ethereum. Et on s'occupe aussi du site Ethereum France. Et on va bientôt se renommer A7 pour Ethereum France, parce que la marque est un peu plus visible. Notamment les Anglais, comme on ne comprend pas pourquoi on a appelé l'association AS7. Je trouve qu'il y a des noms de domaine sur Ethereum, .et. Moi, je vais afficher .et. On ne peut pas avoir un nom de domaine de moins de 7 lettres, parce qu'ils sont réservés pour les entreprises ou les gens qui ont une marque. Et notre visibilité dans l'écosystème va faire qu'on va avoir as.et. Si vous voulez avoir votre nom .as.et, ce sera possible si vous êtes membre de l'A7. Plein de choses intéressantes qu'on peut faire autour de ça. Donc je suis venu vous parler de DAO. What do we DAO? Du coup, un petit rappel d'où on vient avec les DAO. Il y a une vieille théorie de l'agence de comment les économistes sont intéressés à ce que c'est qu'une firme assez tardivement. En fait, on a un article fondateur en 1937 de Ronald Coase qui essaie de nous expliquer ce que c'est qu'une firme. Avant, on essayait de comprendre l'économie en disant il y a des agents, ils discutent entre eux, après ils se mettent d'accord sur des échanges, et puis éventuellement ils font des échanges entre eux, puis ils trouvent un prix pour se mettre d'accord sur cet échange. Bon. Et puis il y a des gens qui produisent ces biens et ces services. Bon, ces biens et ces services, on va appeler ça une firme, et on considère que c'est une boîte noire d'abord. Il y a des choses qui rentrent dans la firme, des choses qui sortent de la firme, des biens et services. Tout ce qui se passe dans la firme, on ne l'analysait pas trop. Et depuis le milieu des années 1900, 1937, puis après beaucoup d'articles fondateurs en 1976 et compagnie, on essaie d'analyser ce qui se fait dans une firme. Pourquoi est-ce que les gens s'organisent comme une firme? Et Jensen et Rickling, par exemple, ont vraiment lancé la théorie moderne de l'agence, qui a ensuite été récemment revisitée par des approches dites évolutionnistes de l'agence. On ne pourra pas dans le détail de ce que ça implique. Mais en termes de théorie de l'agence, en fait, on se dit pourquoi est-ce qu'une entreprise se forme? Une entreprise se forme parce qu'il y a des coûts de transaction trop élevés à passer par le marché. Right? Par exemple, si je veux faire mon portail, je vais aller voir des entrepreneurs en bâtiment, et je vais comparer les prix, combien ils me disent, combien ils me proposent de faire mon portail. Éventuellement, je vais employer quelqu'un de faire mon portail. Si je veux En revanche, si je veux créer du software et que si je veux créer un software, je vais peut-être me dire, bon, j'ai un bon front-end à faire, je vais demander à des agents spécialisés combien ça coûte de faire un front-end. Bon voilà, puis après je vais me dire, mais si ça se trouve, ce front-end, je vais devoir le repenser régulièrement, rajouter des features, donc à chaque fois il va falloir que je repasse par cette agence ou par une autre agence pour que je refasse un appel d'offres. Et puis, est-ce que je ne vais pas rester coincé avec le module qu'ils m'ont développé? Bon, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'embaucher quelqu'un qui va me faire mon front-end et suivre mes directives? Donc, en fait, Jensen et Rickling commencent à distinguer plusieurs types de coûts de supporter quand on fait une entreprise.
et se dire à quel moment est-ce qu'il vaut mieux supporter ses coûts en interne, et à quel moment il vaut mieux passer par le marché. Et dans ce cas, je suis le principal, je suis l'employeur, et je vais demander à Julien, est-ce que tu veux bien t'occuper des événements de mon entreprise? Je préfère te le donner à toi plutôt que de le donner au marché, c'est trop compliqué, je préfère avoir le contrôle sur toi. Mais d'un autre côté, il va falloir qu'on se mette d'accord sur un contrat entre nous. Genre, c'est quoi ton boulot? Qu'est-ce qu'on définit le succès de ta mission? Comment on définit le succès de ta mission? Comment je m'assure que tu vas effectivement remplir ton travail? Etc., etc. Donc il y a une problématique de rationalité, savoir, ok, toi tu vas négocier ton contrat, moi je vais négocier mon contrat, on est un peu limité dans nos capacités cognitives à négocier le contrat, donc il y a des zones grises. On va créer une relation de hiérarchie, je suis ton employeur. Toi, tu vas te dire, je préférerais quand même travailler le moins possible pour le meilleur résultat possible, garder mon emploi, mais en même temps pas trop me fatiguer la tâche. Et puis comme je veux te faire créer un bien qui pour moi est très spécifique, j'ai besoin de l'avoir en interne. Les événements, c'est quelque chose que pour moi, c'est important de faire, que ça se passe en interne et que je puisse bien garder le contrôle sur toi. Donc, là, je peux t'employer, parce que je fais souvent des événements, mais si je fais une grand-messe par an, je peux peut-être l'externaliser et puis passer d'une boîte à l'autre, essayer de voir qui est-ce qui est le disant là-dedans. Donc il y a tout un ensemble de coûts qu'on prend en compte et il y a tout un environnement dans lequel ces coûts sont estimés et se réalisent qui font qu'on va plutôt avoir envie de passer par le marché, on va plutôt avoir envie d'internaliser. Et on part de là et on découvre qu'on peut faire de la blockchain, c'est-à-dire s'organiser un peu différemment. Donc l'état général, c'est de dire, ouais, on va faire une organisation, on va commencer à théoriser l'organisation, et regarder comment est-ce qu'on peut s'organiser dans l'organisation, comment est-ce qu'on peut caractériser une entreprise. Alors, l'approche de l'agence, c'est de dire qu'une entreprise, c'est un nœud de contrat, c'est plein de contrats entre des gens et une organisation autour de ces contrats avec des zones grises, des relations hiérarchiques entre les gens qui sont dans ces nœuds de contrat, qu'on appelle des firmes. Et puis quand on pousse un peu l'analyse en se disant, ouais, mais qu'est-ce que c'est l'environnement et comment est-ce qu'on peut prendre des meilleures décisions considérant l'environnement, on a plein de nouveaux problèmes qui apparaissent et on construit des théories sur comment est-ce qu'on peut arranger un peu ces problèmes et faire en sorte qu'ils pèsent le moins possible sur notre organisation, justement. Donc moi, ma théorie de l'agence, j'ai une information asymétrique. Je ne sais pas si Julien il est fort pour organiser des événements ou pas. Bon, en tout cas, il a peut-être une réputation. Donc j'ai besoin de problèmes de réputation. J'ai besoin de savoir un peu la confiance que j'ai en Julien. Donc la confiance que j'ai en Julien, elle est affective, elle est relationnelle, elle est quels sont mes types de confiance que je vais accorder à cette personne. On a un problème que la qualité de Julien est potentiellement mal perçue. C'est-à-dire, on n'est pas forcément, c'est pas forcément évident quand vous avez deux personnes pour organiser votre événement. Vous savez qu'en moyenne, les gens pour organiser l'événement, ils coûtent 100. Si un mec propose 150, parce qu'il sait que lui, c'est un bon organisateur d'événements, je vais me dire, ouais, mais en moyenne, si ça coûte 100, si ça se trouve, je vais payer 150 pour un mauvais. Donc, je préfère pas payer un mec à 150. Et du coup, là, on a une sélection contraire, sélection adverse selection. En fait, les bonnes personnes dans certains marchés vont se dire, ouais, moi je veux vraiment un très bon service et dans un marché qui fonctionne comme ça ne m'intéresse pas. Donc on est obligé de construire des mécanismes pour empêcher ces mécanismes de sélection inverse, par exemple. Donc en fait, on a un ensemble de théories économiques qui essaient de réfléchir sur comment est-ce que l'environnement peut se faire et comment les gens peuvent réussir à contracter par le marché, ou bien dire, en fait, vous allez vous employer entre vous et puis vous allez créer une agence. Vous allez créer une entreprise, et puis au sein de cette entreprise, vous allez avoir une relation hiérarchique, vous allez contrôler ça. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec la blockchain, c'est que ça permet d'avoir un entre-deux entre 100% firme, vous avez créé une SA, vous avez employé des gens, vous avez défini votre structure hiérarchique et vous donnez des directives aux gens. Et s'ils ne remplissent pas ces directives et qu'ils sont encore en période d'essai, vous pouvez les virer, sinon vous avez d'autres problématiques. Et vous êtes dans la partie pure marché, où j'ai commandé une dentifrice, le dentifrice ne va pas, je change de dentifrice, c'est pas grave. Et donc, The DAOs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces DAOs? Tout à l'heure, alors je ne sais pas si ça vaut le coup de repartir sur ce que permet de faire Ethereum. Peut-être pas, non. Vous connaissez la blockchain? C'est faire une crypto-lion. Ok, donc parmi les trucs qu'on fait en blockchain, on fait des ERC, et on dit que c'est vraiment bien parce qu'on est smart contract, on dit vraiment smart comme un non-contract. Juste, c'est du code en blockchain, donc ça engage c'est là toujours et c'est toujours disponible. Et au tout début d'Ethereum, on a dit c'est bien, en fait, on va pouvoir créer des organisations, c'est-à-dire on va pouvoir définir dans un software comment doit fonctionner l'organisation.
Donc on a des règles vraiment dures, qui sont écrites dans le dur. C'est un peu à l'opposé de la théorie des organisations, qui justement nous dit que dans une organisation, il y a des zones grises, et les gens s'arrangent autour de ces zones grises, il y a des hiérarchies de fait, il y a des hiérarchies qui sont plus grises, et les gens se réunissent autour de ça. Bah, au moins, dans un smart contract, on va définir des choses qui seront appliquées, et en même temps, on peut coller des systèmes de réputation pour gérer ces zones grises. Donc, on se permet des choses. Et une des premières applications qu'on a essayé avec les DAO, c'était de je fais des tokens aussi. Donc, un truc que permet de faire avec Ethereum, c'est aussi de créer des tokens. Et justement, ces tokens sont des unités de compte qui permettent de garder une trace des réputations, de garder une trace des parts qui possèdent quoi. C'est pas, je me souviens maintenant pourquoi je mis ce slide, parce que c'est pas du tout anodin qu'on ait l'intérêt d'avoir des tokens, c'est que dans une grande partie de la théorie des organisations, il est conseillé pour aligner les incitations des différents agents qui participent à une même organisation, pour les aligner, de leur donner des droits de propriété sur quelque chose. Donc le cas typique, c'est de dire que moi en tant qu'actionnaire, je veux maximiser les dividendes, je veux donner des directives pour que les managers fassent le maximum de dividendes, mais potentiellement le manager, lui, il a juste envie d'avoir son salaire parce qu'il n'est pas vraiment intéressé à mon dividende. Donc ou bien je lui donne du variable, dans ce cas, si tu fais tant de résultats, il y aura tant de dividendes pour moi et je t'en fais X%, ou bien je vais encore plus loin, je te donne un peu de part de propriété de ma boîte, comme ça tu es aussi intéressé par. Et donc le fait qu'on ait des jetons, ça permet notamment de représenter ces actions ou ces parts d'entreprise ou ces options d'achat sur les parts d'entreprise ou que sais-je, par des mécanismes qui les livrent automatiquement à la personne si elle remplit les conditions. Mais pas que, ça peut aussi augmenter de la réputation. On peut dire que si je réussis à faire ma mission, on va me donner 30 jetons de réputation, et puis quand je veux changer d'employeur, je vais dire écoutez, moi j'ai reçu ces jetons de réputation de tous ces gens-là, et cette réputation elle me précède. Et on peut tout à fait lier la réalisation de la tâche au versement du jeton, plus qu'un Google Rating où vous pouvez créer plein de faux comptes et pourrir la réputation d'un restaurant ou d'un mauvais bar. Donc une première application de ce qu'on a fait, on a créé la DAO. Donc quand on parle de DAO en général, on parle de... On a quelqu'un qui a testé Ethereum depuis un moment, il se souvient de The DAO. Et The DAO, c'était un projet un peu fou, c'était de dire et si on faisait un fonds d'investissement en blockchain? Bon, ok. Yay! Et donc le principe de The DAO, c'était un gros smart contract. On disait, vous mettez un Ether dans la DAO, donc vous envoyez un Ether au smart contract, on vous en envoie 100 jetons de DAO, et ces 100 jetons sont autant de droits de vote sur les projets qui seront proposés à la DAO. Donc par exemple, il y avait un projet absolument génial qui était proposé qui a été d'abord discuté, mais jamais vraiment proposé par un illustre inconnu du nom d'Andreas Antonopoulos. Il disait ce qu'on pourrait faire, qui serait vraiment bien, ce serait de faire de l'arbitrage en blockchain. Est-ce qu'il y a des professeurs de droit dans la salle? Voilà. Et un avocat. Donc l'arbitrage, c'est quand deux entreprises qui sont dans des pays différents, dans des législations différentes, se disent bon, on va avoir un contrat entre nous, tu vas me livrer des containers, tu vas me les livrer à telle date, alors voilà les termes du contrat, si ça se passe mal, si ça se passe mal, etc. Mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas donné dans le contrat qui arrive, on va résoudre notre problème auprès d'un arbitre. Donc on va demander à Julien, qui en plus d'être organisateur d'événements est aussi arbitre, et on va dire si jamais on a un problème, on demandera à Julien de s'en occuper. Et puisqu'on est d'accord sur Julien comme arbitre, Julien rendra son avis, et Julien a une grande réputation, il est connu dans le milieu pour être expert en containers aussi. Donc il pourrait dire ouais, c'est comme ça, je vous donne raison, je donne pas raison à lui, etc. Et ensuite, il y a une convention qui s'appelle la Convention de New York, qui est signée par 170 pays et quelques, quelque chose comme ça. Donc quasiment tous les grands pays qui commercent sont signataires de la Convention de New York, et ces pays signataires disent si vous avez un contrat avec un arbitre et que l'arbitre prend une décision, je m'engage, moi, membre de la Convention de New York, à reconnaître cet arbitrage. Et du coup, l'idée d'Andreas Antonopoulos qui voulait proposer à la DAO, c'était pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une cour d'arbitrage dans la blockchain pour permettre ce service d'arbitrage à la disposition de tout le monde. Bon, effectivement, trouver un arbitre, Julien est cher, donc il faut le coup pour contracter avec Julien, il faut organiser le contrat, il faut se mettre pour rencontrer Julien, il faut tout ça. Donc par exemple, là on crée une plateforme qui donnait l'accès à tout le monde à ce truc d'arbitrage. J'ai commandé une montre récemment sur un vendeur chinois sur internet. J'aurais bien aimé pouvoir me dire si tu ne le livres pas à ce moment-là, je veux que l'arbitrage soit fait par cette montre.
Donc on pouvait vraiment, grâce à la blockchain, baisser énormément le coût de l'arbitrage et ensuite éventuellement le faire reconnaître par des pays de la Convention de New York et ensuite continuer comme ça. Ce projet n'a pas pu être présenté à la DAO, mais il a connu une belle traduction, parce qu'il y a un projet un peu similaire qui a été créé par des Français et des Argentins, je crois. On s'appelle Kleros, et Kleros, c'est un projet dans lequel vous pouvez proposer vos services d'arbitrage et vous gagnez de la réputation à chaque fois que vous arbitrez. Qui n'est pas encore reconnu comme Convention de New York, mais ils aimeraient bien un jour aller plus loin dans leur démarche et proposer leurs services d'arbitrage, pas seulement pour des services blockchain, mais aussi pour éventuellement des services. Et donc on met beaucoup d'argent dans la DAO. Il y avait 11,5 millions d'Ethers dans la DAO, ce qui faisait à l'époque 150 millions de dollars. Et on a dit, ok, c'est super, on a maintenant un fonds d'investissement qui peut financer tout un tas de projets géniaux dans l'Ethereum. Alors après, si iExec aurait eu envie de se financer par la DAO peut-être, ou dire non. Donc on proposait un projet à la DAO, la DAO relisait le projet et votait pour dire s'ils voulaient ou pas financer ce projet. Et si on acceptait de financer ce projet, à ce moment-là, il y avait des parts de fonds de la DAO qui étaient envoyées à ce projet. Et en contrepartie, il y avait des jetons pour récompenser, qui représentaient les dividendes qui étaient perçus sur le projet. Et si moi je regardais le projet et que ça me semblait complètement absurde, je n'ai pas du tout envie de filer de l'argent à l'exec, je sors de la DAO. Donc je pouvais quitter la DAO et créer ma propre DAO et dire bah non, ça c'est tous les gens qui ne veulent pas suivre ce projet, ils partent ailleurs. Donc il y avait aussi cette philosophie opt-out dans ce fond pour dire je ne veux pas participer. Donc c'était vraiment bien pensé, ça partait d'une très bonne intention, mais malheureusement il y a eu un gros bug dedans. Et on a tout arrêté, on a forqué, une horreur. Mais la bonne conséquence de la chose, c'est que l'idée de la DAO n'est pas morte pour autant, au contraire, ça lui a donné, ça l'a fait naître dans le sang. Et en plus, il y a eu plein et plein de gens qui se sont dit, attendez, on a des jetons, on a émis 150 millions en jetons, on a récupéré 150 millions pour faire un truc basé sur un jeton, pourquoi pas faire plein d'ICO? Et derrière, il y a eu toute la vague des ICO, avec plus ou moins un lien entre le jeton qui est émis et une forme de gouvernance, une forme de propriété autour de ça. Et puis du coup, le régulateur américain a dit non, là, vous êtes des malades, si vous vendez des trucs comme ça, si vous faites ce genre d'offre au public, vous vendez ce qu'on appelle une security, c'est-à-dire que vous vendez un actif financier, puisque ce que vous vendez plus ou moins une promesse de bien financer quelque part. Et donc aux États-Unis, lorsque vous proposez à quelqu'un un contrat dans lequel vous proposez à quelqu'un quelque chose dans lequel il peut attendre une performance financière de cette chose que vous lui vendez, à ce moment-là, on dit que vous vendez une security au sens financier du terme, ce qui veut dire que vous devez avoir une certaine due diligence, vous devez expliquer pourquoi les projections sont cohérentes, vous devez prouver un certain track record, vous avez toute une procédure pour vendre effectivement ce genre d'actifs financiers au public. Et du coup, c'est pas fait. Du coup, les ICO, de façon déguisée, en tout cas pour un bon nombre d'entre elles, de faire des IPO. Et du coup, il y a eu une publication de la SEC, la Security and Exchange Commission, qui a déclaré que, attention, Ethereum, ça va, ok, c'est peut-être pas une IP, c'est peut-être pas des securities, en revanche, les DAO, c'était clairement une securities, donc ne recommencez pas les gars. Ce qui fait qu'aux États-Unis, maintenant, c'est devenu très difficile de faire des SEO, parce qu'on a essayé de développer le concept de utility token, mais utility token, on peut voter avec, ça va à peu près, on peut pré-vendre quelque chose, en disant si vous avez les jetons, vous paierez moins cher tel service, mais dès qu'on veut commencer à faire des mécanismes un peu d'incitation où on sanctionne les bons et on rémunère les mauvais, là ça commence à devenir un peu sécurisé. Voilà. En revanche, en France, on est à la pointe, on est capable de faire des SEO, l'AMF s'en fout, ce modo. Je suis enregistré là. Bon, là, je ne vais pas dire que l'AMF s'en fout, mais en tout cas l'AMF est très moins disante en disant, dans l'approche, à moins que ça ressemble vraiment à une security, ça n'est pas une pour moi. Mais ça vient aussi de notre définition de ce qu'est un actif financier par rapport à la définition américaine, qui est plutôt joueuse potentielle. Voilà, si ça ressemble à une security, c'en est une, alors qu'en France, on a une liste de choses à cocher pour être vraiment un actif qui va être visé par l'AMF. Mais bon, Nevermind de Bollocks, qui fait référence à l'album Nevermind de Bollocks de Clash. C'est pas grave, on fait quand même des choses. Donc on peut quand même appliquer l'idée de Moloch DAO, l'idée de la DAO à du don,
à des systèmes de dons, de grants, comme celui de Moloch DAO. Alors moi j'ai rencontré, dans ma propre, comment présenter Moloch. Donc Moloch, est-ce que vous avez déjà entendu le mot Moloch avant? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Moloch? Bon. C'est assez marrant parce que quand on a parlé de Moloch, donc le créateur de Moloch DAO s'appelle Amin Soleimani. C'est le créateur d'une très grosse ICO qui s'appelle SpankChain. Donc SpankChain, c'est de la vidéo pour adultes. Donc c'est des performeurs devant une webcam. Il y a un vrai use case là-dessus. Parce que si vous voulez faire de la performance devant une webcam, vous avez grosso modo 2 sites sur lesquels vous pouvez aller pour proposer vos services de performeur webcam. Et il se trouve que ces 2 sites sont en duopole. Et comme ils sont en duopole, ils extraient énormément de la rente. Donc vous allez payer entre 70 et 40% de vos gains à ces sites web qui vous listent. Et forcément, quand on veut voir des vidéos de performeurs pour adultes, on n'a pas forcément envie de donner sa carte de crédit sur des sites qui n'ont pas pignon sur rue. Donc on va plutôt aller vers ces 2 sites, et comme ça il y a un monopole qui perd. Et donc SpankChain, c'est une solution blockchain pour que des performeurs puissent proposer leurs services en webcam et éventuellement être payés en crypto-monnaie. Pour le visionnaire, c'est-à-dire aussi parce qu'il donne des cartes bleues directement en crypto-monnaie, et pour le performeur, il reçoit directement le paiement en crypto-monnaie. Donc SpankChain. Et allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de formation sur cette SpankChain, c'est hilarant. Ils ont une communication très années 80, c'est très rigolo. Et donc on était à SCC et Amin me disait on va créer Moloch DAO, c'est super cool. Et moi je pensais bêtement que Moloch c'était autre chose. Et il se trouve que Moloch c'est un dieu carthaginois, on va voir un peu après pourquoi, et qu'il est très utilisé dans la culture américaine parce qu'il était représenté dans un poème assez important de la culture américaine des années 50 qui s'appelle Howl. Et ce poème est connu pour son début. I've seen the best minds of my generation destroyed by madness. Donc il évoque les problèmes de la drogue, les problèmes des gens qui sont terrorisés par l'évolution de la technologie, comment ils vont faire pour tenir dans un milieu très capitaliste et compagnie. Et dans l'écosystème Ethereum, on a un bloc qui s'appelle Slate Star Codex qui a été beaucoup mis sur les projecteurs parce que Vitalik Buterin le citait régulièrement comme une source de réflexion pour lui. Les gens ont commencé à dire que c'est que ce truc. Et on creuse un peu dans Slate Star Codex. Et Slate Star Codex propose une analyse de Howl qui, dans son 2e chapitre, crie Moloch, 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 et en fait, comme s'il se plaignait auprès de ce vieux dieu que des choses horribles se passaient dans le monde. Et l'analyse de Slate Star Codex, c'est que Moloch représente les affres du capitalisme, et plus avant, est une sorte de malin génie qui empêche les gens de se coordonner. D'où l'idée de créer Moloch DAO, qui serait une organisation dans laquelle on donne de l'argent et puis on arrive à se coordonner parce que nous on a des smart contracts qui dépassent Moloch. Donc on donne de l'argent à Moloch DAO, et comme ça on peut réaliser nos projets les plus fous. Mais du coup moi j'étais un peu déçu parce que moi j'ai rencontré Moloch en 3e, on a lu Salammbô. Et j'ai découvert comme ça qu'aux États-Unis, personne ne lisait Salammbô. Et en plus, Amin avec son background en plus pour adultes, je me dis, l'érotisme de Salammbô, évidemment. Il dit Salammbô. Et Moloch tue le brûle, et les baisers du soldat que dévore, les flammes la parcouraient, elle était comme enlevée dans un ouragan, prise dans la force du soleil. Donc l'histoire de Salammbô, c'est les Carthaginois qui reviennent de guerre, avec tout un tas de mercenaires, ils leur ont promis des mois et des merveilles, mais ils n'ont pas eu tout de quoi les payer, et les mercenaires commencent à s'impatienter, et puis Salammbô finit par s'offrir au général des mercenaires pour récupérer un voile, le safe, il me semble. Elle récupère le voile, elle rentre, mais comme le voile lui a rendu une malédiction, elle finit par mourir bref. Salammbô, moi je pensais que c'était un problème avec l'action circonflexe, que moi, compliqué d'écrire l'action circonflexe en anglais, ils se sont dit, on va pas parler de ce truc-là. Mais il se trouve que la première édition de Salammbô en anglais était sans l'action circonflexe, il y a personne qui confond ça avec le pâtisserie de Salammbô. Voilà, Moloch. Il y a toute une description de ce qu'est Moloch. Il faut savoir que Flaubert était très précis sur l'histoire des dieux. Donc si vous lisez les pages Wikipédia sur Moloch, en fait, il n'y a que des références à Flaubert, évidemment. Pas du tout à Alain Gilbert. Et donc qu'est-ce que ça fait Moloch? Alors Moloch, c'est une Grand Giving DAO. Donc le principe de Moloch, c'est que vous mettez de l'argent dans Moloch, donc vous envoyez de l'argent dans Moloch. Aujourd'hui, il y a 7313,54 Ethers. Donc
En tout cas, il y a 2 heures, c'était la quantité d'Ether qu'il y avait dans Moloch. Et il y a déjà 72 propositions qui ont été acceptées dans Moloch. Donc, si vous voulez donner de l'argent à Moloch, vous allez donner de l'argent à Moloch et récupérer des votes. Donc, à partir de là, vous pouvez voter sur la proposition. Et une des propositions que vous pouvez faire, c'est de devenir un membre de Moloch. Donc, imaginez que vous voulez devenir un prêtre de Moloch, donc vous donnez de l'argent à Moloch, et puis vous vous proposez comme prêtre. Et ce système fait qu'on a déjà 64 personnes qui sont des membres de Moloch, qui ont ou donné de l'argent ou été élus ou proposés comme étant un membre de Moloch. Et alors, une fois que vous êtes membre de Moloch, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez proposer des sources de financement pour Moloch, proposer des utilisations de financement Moloch. Donc vous pouvez dire, je veux qu'on donne de l'argent à Julien pour qu'il organise plus d'événements à l'Exec. C'est une proposition. Et les gens votent pour dire, je suis OK, je suis pas OK. Et s'ils perdent, s'il y a plus de votes non que de votes oui, vous pouvez aussi sortir vos Ethers en disant, ouais, I'm done with this, je peux me parler. Ou alors vous pouvez demander à n'importe quel moment, écoutez, moi ça m'intéresse franchement ce que fait Moloch DAO, j'aimerais bien avoir un peu d'argent de Moloch DAO parce que j'ai des super projets à financer, et vous trouvez quelqu'un qui est dans Moloch et vous lui dites ce que tu peux proposer pour moi. Donc ça, comme ça on évite un peu le problème du spam, donc les gens ne peuvent pas débarquer et dire j'arrête pas de proposer des propositions à Moloch, et puis et comme ça les gens qui votent effectivement sont complètement submergés par le nombre de propositions qu'ils ont à avoir. Et alors l'idée derrière Moloch DAO, pourquoi on a fait une vidéo comme ça, parce qu'on a regardé tout ce qu'il y avait à faire pour Ethereum 2.0, et ça, la fondation Ethereum s'engage dans une roadmap pour financer Ethereum 2.0, mais il y a tellement de choses à revoir et tellement de petites choses à développer à droite et à gauche, qu'on s'est dit que ça valait vraiment le coup d'avoir une DAO avec des gens de la communauté qui pouvaient être élus pour revoir les choses qui étaient à l'intérieur, et aussi estimer et prioritariser les petits projets qui étaient à faire ici et là. Et donc, donnons de l'argent à Moloch et disons, tous ces gens font partie de Moloch DAO. Si vous avez des idées de choses qui pourraient améliorer Ethereum 2.0, plutôt que d'aller embêter la fondation et d'essayer de passer par là, allez plutôt demander à quelqu'un de Moloch DAO de proposer à Moloch DAO de nous financer. Et ensuite, si ça marche bien, pourquoi pas dire, Moloch DAO c'est un truc permanent qui est toujours là pour financer le développement sur Ethereum. Et une fois que la roadmap a été accomplie, donc 2021-2022, il faudra quand même continuer à financer Ethereum. Donc, quand la fondation Ethereum n'aura plus de raison d'être, il y aura quand même du maintien à faire, il y aura quand même des librairies à maintenir, il y aura quand même des choses à bouger ici et là. Pourquoi pas utiliser Moloch pour dire, voilà, si vous voulez améliorer quelque chose dans Ethereum, vous pouvez le proposer à Moloch. Voilà pour Moloch. Pour envoyer des Ethers. Alors, quand on envoie des Ethers, on gagne des droits de vote. Ah oui, ok. Et quand on a plus de votes, on peut pas se proposer soi-même comme étant membre de Moloch, mais tu peux demander à n'importe quel membre de Moloch de proposer comme membre de Moloch. Donc ça crée un premier filtre. Et ensuite, si tu as déjà donné des Ethers, tu peux voter pour toi-même, espérer qu'il n'y ait pas plus de nombre de votes négatifs que de votes positifs pour ton élection. Et ensuite, tu deviens membre de Moloch. Et tu peux aussi donner des Ethers à Moloch et pas être membre de Moloch. Voilà. Tu sais si on peut poser une proposition, n'importe qui peut poser une proposition? Non, uniquement les membres de Moloch peuvent poser des propositions, et ces membres sont publics. Donc, tu peux demander à n'importe quel membre de Moloch de proposer une proposition pour toi. La direction pour le moment, c'est de dire on veut financer des choses sur Ethereum 2.0 avant tout, donc des bouts qui manqueraient dans Ethereum 2.0. Et si vous cherchez un bout, si vous êtes désœuvré, vous ne savez pas quoi faire en ce moment de votre temps, vous allez sur Ethereum Research, regardez Ethereum 2.0, et voir toutes les choses qui sont en train d'être développées et sur lesquelles il y a besoin d'aide, et vous dire ça m'intéresse, je veux le développer. Et du coup, j'aimerais bien faire une analyse des risques, une analyse de la théorie économique autour du sharding. Bon ok, c'est parti, on peut financer un peu comme ça. Et donc a priori, les demandes de financement qui sont autour d'Ethereum 2.0 sont évidemment acceptées. Et personnellement, je m'engage, si vous m'apportez une proposition Ethereum 2.0-esque, de la porter et de dire voilà, on peut faire ça. J'avais lu, mais je n'ai pas compris de leur parler, je quitte. Ça. À n'importe quel moment, on peut dire je quitte. Je claque la porte, ça m'intéresse plus, j'ai mes Ethers dans Moloch, je les retire parce que faites vraiment n'importe quoi avec mes fonds. On peut reprendre ces Ethers? Absolument. C'est opt-out. Comme Ethereum, vous pouvez partir.
Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur mon blog, en fait. Et puis, merci encore à Crypto Lyon de m'avoir invité. Ravi de répondre à vos questions si vous en avez sur le blog. Et on va prendre la question tout à l'heure. Je ne connais pas non plus de situation dans laquelle on a essayé la Harbinger tax. Ouais, non, ça parle pas. Non, je ne l'ai jamais vu en application, mais ça participe d'une théorie des années 50-60 aux États-Unis où on essaie de créer des conceptions de monde juste, donc justice à la Rawls. On disait voilà, on peut créer une société juste. Alors comment est-ce qu'on peut créer une société juste sans être des communistes, parce que à l'époque, il ne fallait pas exagérer. Et donc, un des problèmes qui était évoqué, c'était oui, mais le capital c'est super bien, mais les gens qui ont des capitales, ils le gardent. Et la rétention de ce capital fait aussi des avantages qui ne vont pas dépasser. Donc, une façon de dépasser cette mauvaise répartition du capital à la naissance, de dire combien est-ce que vous estimez votre capital. Ok, on va vous taxer sur votre estimation du capital. Sur votre capital, sur votre estimation du capital. Ce qui fait que tu peux être né très bien formé, avec une tête très bien faite et très rapidement très pleine, et en même temps avoir eu plein d'argent, enfin avoir hérité d'une entreprise de ta famille. Et tu peux dire, moi l'entreprise de ma famille, je la valorise à rien parce que je considère comme assez pleine. Du coup, tu peux éviter la règle comme ça. Voilà. C'est intéressant comme concept. Et sur les CPRL, le truc de GitCode, comment ça s'appelle déjà? CLR, où quand une proposition a du soutien, elle est d'autant plus abondée par le fonds public. Ça, c'est hyper intéressant d'utiliser des fonds. Vraiment, la théorie sous-jacente, c'est superbe. Et pour vous donner un cas d'application marrant, c'est qu'on a à Paris, il y a les fonds citoyens, il y a un site de la mairie de Paris où on peut voter pour dire je veux qu'on fasse un nouveau rond-point avec des fleurs ici, je veux qu'on améliore ça, et la mairie de Paris laisse les gens voter. Donc ça, c'est typiquement un cas où des groupes de pression organisés peuvent dire j'ai repéré ce truc-là, on va envoyer tous nos membres voter là-dessus et créer cette défense. Ce genre de système de CLR permet de dire si vous voulez participer à ça, c'est bien, très bien, mais vous devez mettre de votre poche aussi. Et donc ça crée une petite barrière et ça permet une meilleure répartition et éviter voilà, donc Thierry l'a mis dans le code. Mais là, par exemple, dans Bitcoin, si tu mets $275, tu crées 10 adresses Ethereum et tu divises tes $275 en 10, tu vas avoir un impact de fou s'il n'y a pas ton identité derrière. Ouais. S'il n'y a pas ton identité derrière. Ouais, mais dans Bitcoin, il n'y a pas d'identité pour l'instant. Ouais, il y a des façons de cheater le système. En fait, à chaque fois qu'on construit un système, les règles qu'on impose créent les opportunités pour les détourner. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que tu as une petite barrière à l'entrée là-dedans, qui est qu'il faut que tu crées ces 10 adresses, et il faut que tu répartisses tes Ethers sur 10 adresses. Et du coup, c'est un problème que la version de Bitcoin n'est pas protégée contre les attaques de type Sibyl. Ouais. Mais si on a l'identité, on peut. Là, ça fait smitier. Voilà. Mais quoique, si on enlève ce problème, faisons l'hypothèse qu'on n'a pas de problème d'identité. Et ben, c'est réglé. C'est réglé. Du coup, c'est une bonne application. Et donc, la première présentation qu'on a eue pour donner plein de mécanismes intéressants qu'on peut tester pour faire un truc comme ça. Et donc, si aujourd'hui j'avais 24 ans et que je me disais, tiens, est-ce que je ferais pas de la recherche? Là, je commencerais par essayer de regarder des modèles de théorie des jeux bizarres et de voir comment est-ce qu'on pouvait traduire en smart contract et faire des tests à grande échelle. Théorie des jeux. Donc, si vous avez des occasions. Quelles sont les implications de la théorie du choix public? Alors, moi j'ai tendance à considérer les blockchains comme des souverains qui ont la possibilité de vraiment s'organiser pour vendre leurs biens publics. Et si le choix public si la théorie du pricing des biens publics, du financement des biens publics vous intéresse, c'est vraiment des trucs super à faire dessus. Et justement, on essaie de faire ça. Et indirectement, c'est la philosophie sous-jacente à chaque émission de token vous dit, on reprend encore à Exec, qui est quand même cher aujourd'hui, pour reprendre à Exec, vous organisez un marché pour que les gens puissent envoyer, partager leur capacité de calcul et recevoir du financement pour leur capacité de calcul.
Donc vous organisez un marché pour ce bien public qu'est le capacité de calcul. Et à chaque fois que vous avez un bien public qui n'est pas trop partagé comme ça, vous pouvez créer un marché comme ça avec un jeton qui vous permet de réconcilier l'offre et la demande. Bon. Et après, on peut tester plein de trucs. Ma question, c'est quelles sont les recherches qui sont faites en théorie du choix public qui sont liées au... À ma connaissance, quasiment aucune. Mais ça commence. Je reviens avec notre super association. Cette année, on a accueilli 8 talks qui étaient de chercheurs. Donc il y avait principalement des informaticiens, mais il y a aussi un économiste qui s'appelle Julien Pratt, qui a créé la chaire de recherche en blockchain et crypto-économie. Je ne suis pas sûr qu'elle s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est une chaire avec un blockchain à l'intérieur, qui était cofinancée par Cognizant et qui est hébergée à l'école polytechnique. Et son talk était comment est-ce qu'on price un token? Quel est le bon modèle de pricing d'un token? Et il en arrivait à la conclusion que bon, les ICO, en fait, la plupart étaient vraiment surpricés, c'était un peu n'importe quoi. Donc il y a un début de recherche là-dedans, et une des missions de l'ACET, on est complètement open book, et les pécules qu'on dégage de nos activités comme organisation d'ADCC ou des dons qu'on reçoit ici et là, c'est justement d'accompagner ces initiatives de recherche. Donc on a eu une Marble 2019 qui est organisée par Imperial College, où on a donné 1000 € aux meilleurs papiers sélectionnés par un comité scientifique. On a fait pareil pour Token Economics, qui est la conférence qui est organisée en France par justement Julien Pratt et sa chaire. Donc en fait, on essaie aussi d'inciter énormément les bases de recherche. Et si dans cet établissement, vous avez des velléités de pousser ce genre de choses, on sera évidemment là pour vous soutenir aussi bien en vous indiquant des bases de données supérieures pour que vous puissiez tester vos modèles, et en plus à soutenir votre recherche. Voilà. Merci encore pour l'invitation.